Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Vestiaire du Mental, le podcast qui vous ouvre les portes de l'univers mental des sportifs. Ici, nous allons à la rencontre d'athlètes, d'entraîneurs, d'éducateurs et de passionnés pour comprendre comment la préparation mentale, la gestion des émotions et la force intérieure influencent la performance et la trajectoire de chacun. Au-delà des résultats, ce sont les histoires humaines qui comptent. Les doutes, les réussites, les valeurs et les enseignements que le sport peut transmettre bien au-delà du terrain. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans un nouvel épisode de Dans le Vestiaire du Mental. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Justine Leron, gardienne de but professionnelle à Montpellier et internationale en équipe de France. Passée par Metz puis Bordeaux, elle s'est imposée comme l'une des gardiennes prometteuses du football féminin français. Son parcours, c'est celui d'une joueuse talentueuse, mais aussi de quelqu'un qui a su faire face aux exigences, aux transitions et aux moments un peu plus difficiles que traverse tout sportif de haut niveau. Dans cet épisode, on va plonger au cœur de sa préparation mentale en tant que gardienne de but. Comment gérer la pression, rebondir après une erreur, maintenir sa concentration pendant 90 minutes et trouver l'équilibre entre performance et sérénité. On parlera de ses outils et de ses routines mentales qu'elle a mis en place au fil des saisons, du rôle si particulier d'une gardienne de but et de l'influence du parcours personnel et familial sur la force mentale et la résilience qu'il faut pour durer dans le haut niveau. Bref, un échange à la fois sincère et inspirant pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'une gardienne quand tout repose sur ses épaules. Installez-vous confortablement, on part à la rencontre de Justine Leron. Bonjour Justine, merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast sur la préparation mentale. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, du coup, comme je te l'ai expliqué précédemment, on va parler évidemment de préparation mentale. On va parler de ton rôle de gardienne de but dans le football qui est assez spécial justement sur cet aspect mental. Ton expérience, tu vas nous parler de tes techniques, tu vas nous parler de ton point de vue aussi par rapport à ça, comment est-ce que toi tu le vis. Est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais te présenter en tant que personne et évidemment en tant que footballeuse avec les clubs par lesquels tu es passée? Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Justine Leron, je suis gardienne au MHSC depuis l'année dernière. J'ai été formée au FC Metz et j'ai parallèlement fait une école dans le sport qui est l'INSEP. Donc c'est le pôle où on intègre énormément de sports aux études. Et par la suite, du coup, j'ai continué au FC Metz et au Girondins de Bordeaux. Ok, très bien. Comment s'est fait le choix de devenir gardienne de but justement? Ça s'est fait très très jeune. Je suis issue d'une famille qui aime le foot et ma sœur tapait déjà un peu dans la balle et elle m'a dit allez, tu viens jouer avec moi. Alors toi tu te mets dans le but, moi je te frappe dessus. Voilà. Donc, C'est toujours plus facile comme ça, évidemment. sympa. Voilà. J'avais une cible sur la tête. Et justement, qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle-là? C'est quand même un rôle du coup qui est très particulier dans le foot. T'es un petit peu à part entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite? Ouais, c'est vrai. Après, je pense que j'avais pas trop le recul pour m'apercevoir que le rôle de gardien de but était différent des autres. Moi, j'aimais juste être là, pas trop courir, regarder un peu de loin et en même temps me rendre utile quand il le fallait. Donc, non, j'aimais bien. Ok. Et t'es peut-être passée déjà par le champ ou t'as tout de suite été gardienne de but? Non, j'ai directement été gardienne et même un jour, mon père, il avait voulu mettre ma sœur et j'étais partie en boudant. Je voulais plus du tout faire de foot. Ok, je vois. Et si on parle un petit peu de l'aspect préparation mentale, justement sur cet aspect-là, à quel moment tu t'es rendu compte que ce rôle était un peu particulier, un peu à part? Euh, je Je pense que j'en ai réellement pris conscience quand je suis rentrée au pôle où on a commencé à parler plus prépa mentale, où on a eu, c'était une psychologue du sport, ça s'appelait, où on commençait à parler vraiment de tout ce qui était un peu aspect mental et je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. Mais sinon, c'est vrai que je ne m'étais jamais attardée sur ce poste qui était si particulier. Quand je suis rentrée au pôle, je gérais pas du tout la frustration de prendre un but.
Mais le pire, c'est que c'était même pas en match, c'était même en séance d'entraînement et je perdais énormément d'énergie à m'énerver contre une attaquante qui me marquait un but tout simplement et je gérais pas du tout ça. Donc j'ai dû réapprendre à m'entraîner en dosant un peu, mon intensité finalement parce que j'étais trop dans le tout et ouais, j'ai dû travailler beaucoup sur ça. OK, et justement, c'est la psychologue du sport à l'INSEP qui t'a aidé à travailler sur ça? Tu as découvert des Ouais. outils, des techniques? Ouais, alors avec, cette personne, on a beaucoup travaillé sur la visualisation mentale. Du coup, elle me mettait un peu en scène. Il fallait, je me souviens que, je m'étais imaginé que si j'étais un grand chêne dans le but ou je suis très, explosive, je suis vraiment ancrée au sol donc je m'étais imaginé comme un grand chêne, ou assez solide, assez, robuste et puis en même temps assez calme quand il y a pas trop de vent donc à chaque fois, il fallait que je me réimagine cette image de grand chêne, assez, ouais, je dirais assez, Posant? assez posé et aussi imposant pour ne pas prendre de but, mais en même temps pour ne pas m'énerver, quand j'en prenais un, du coup. Ouais, je comprends. Et ça a fonctionné tout de suite? Tu as eu besoin un peu d'entraînement mental pour ça? Comment ça s'est passé? Je pense que ça a mis quand même quelques temps parce que, vous savez comment c'est, au final, quand les filles, elles savent, que moi je m'énerve, elles font un peu tout pour m'énerver. Du coup, je pense que, il a fallu un peu de temps pour que je puisse mettre en place tout ça. Mais une fois que je l'avais mis, c'est même maintenant avec le recul que j'ai sur le poste que je vois des jeunes qui s'énervent autant que ça et je me dis: «Ah ouais, l'énergie que tu perdais, c'était impressionnant, quoi». Ouais, tu le vois maintenant en effet presque en miroir du coup, comme tu le dis, avec les jeunes gardiennes que tu vois. Ouais. Est-ce que justement tu vas peut-être leur donner des conseils par rapport à ça? Est-ce que tu utilises ton expérience pour les aider? Je pense que, encore une fois, du coup, je me rends compte que c'est un travail que je fais sur moi parce que de voir ça, il y a de la frustration qui se crée aussi parce que tu dois rester un peu dans ta bulle, dans ta concentration. Et en même temps, ça fait de la peine où tu as envie de leur dire que c'est pas grave, c'est qu'un ballon et on a l'entraînement et qu'il va y en avoir plein. Donc déjà, je pense que je suis plus dans cette partie de prendre sur moi et de, rester concentrée dans mon entraînement et de pas prendre les émotions négatives des autres. Et je pense que par la suite, il va falloir que oui, je les oriente plus sur le calme et sur, la compréhension plutôt que l'énervement et rejeter ses émotions comme ça, il faut apprendre à le faire, quoi. Ouais, et justement, comme on le disait précédemment, en effet, bon, le rôle de gardienne est particulier de par le fait que tu es la seule personne à avoir ce rôle-là sur le terrain, mais aussi de parce que les erreurs que tu peux faire se voient tout de suite, beaucoup plus qu'une attaquante ou une défenseur, par exemple. Comment est-ce que justement tu arrives à gérer cet aspect-là? Je pense que c'est un des facteurs les plus durs dans le poste. C'est vrai que nous, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ce qu'on disait au final, c'est que, dès qu'une gardienne fait une erreur, peu importe le match qu'elle fait, on va rester un peu sur cette erreur et la prépa mentale, ça m'aide aussi à me focaliser sur le positif du match et à ne pas me focaliser sur, le négatif, même si, ça reste quand même très compliqué parce que il faut nuancer la joueuse et la personne et des fois, quand on fait une erreur, on a l'impression que c'est tout notre être qui est remis en question alors que c'est simplement la footeuse et sur, une période d'un match, d'une action et du coup, c'est vrai qu'il faut relativiser quand même, une erreur, quoi. Et justement, est-ce que le fait que, comme on le disait, tu es la seule à occuper ce poste-là, donc peut-être que tes coéquipières ne comprennent pas toujours les problématiques mentales que tu peux avoir en tant que gardienne de but, c'est pas forcément les mêmes qu'elles. Est-ce que ce côté entre guillemets «solitude» peut jouer également sur ton mental? Comment tu gères? Oui, je pense que, les joueuses terrain, elles ont pas la même approche et elles se rendent peut-être pas forcément compte de la pression qu'on peut ressentir. Mais ça m'a fait rire parce que, du coup, il y a Ella qui est passée, de 6 à défenseur central et on en a discuté où elle dit: «C'est vrai de rien que le fait de reculer d'un cran, je me rends compte que, tu as encore moins le droit à l'erreur et c'est une pression qui en plus,
sur le match. Mais du coup, des fois, c'est vrai que ça fait du bien qu'elles se rendent compte aussi que nous, on est vraiment le dernier rideau et que bah tous les yeux sont sur nous si on fait une petite erreur. Et tu le disais justement que la préparation mentale t'aidait dans ces moments-là, peut-être on fait des erreurs, des fois un peu bêtes, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu mets concrètement en place à ces moments-là? Euh, alors, je pense que c'est toujours dur à gérer, mais avant, quand je faisais une boulette, alors ça plombait mon match en entier. Je me rends compte là que j'arrive à prendre directement du recul et à me refocaliser sur bah, mon objectif, à me refocaliser sur euh, les actions que j'ai à faire dans le match et comment contribuer aussi encore au résultat d'après. Donc, je pense que moi, c'est plus ça la prépa mentale qui me permet de switcher. Je pense que je me remets mes objectifs. J'ai 2, 3 mots-clés en tête et voilà. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que tu te parles beaucoup dans ta tête avec des phrases positives, des mantras peut-être, des choses comme ça? Ouais, c'est vrai que je pense que je suis très, très, très mentale et ça peut être très positif comme très négatif parce que ça arrive des fois des périodes qui sont très négatives. Alors là, je peux vous dire que les mots-clés, ils sont un peu, ils broient un peu du noir, mais non, en temps normal, ça peut être, oui, des tout petits mots-clés, juste sur, voilà, des fois, je peux me dire même juste, technique ou et en fait me refocus sur, les éléments clés du football, ou ou juste, bah, mon contrôle, un bon contrôle qui va se remettre et après ça va relancer un peu la boucle positive et voilà. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple concret, je sais pas, sur un match soit récent, plus ou moins récent, peu importe, mais où justement tu étais un petit peu dans le dur et tu as réussi à te remobiliser grâce à ton mental? Je pense que je peux citer peut-être le match de Fleury où, c'est une erreur, mais c'est plus pour moi une incompréhension avec, ma latérale où, j'essaye de relancer court, elle est pas orientée et là c'était, bah, 1er match, une des premières réactions du match, donc je me dis: «Waouh, le match va être très long» et même, bah, par conséquent la saison limite et au final, je me remotive assez vite en me disant que, bah, il reste, beaucoup de temps au match justement, que ça me laisse le temps de refaire des arrêts derrière, de être là pour mon équipe, que ce soit avec la communication parce que une gardienne qui n'est pas dans un bon match et ben, elle peut toujours aider, avec sa communication parce qu'elle a la vision, donc je me dis: «Il faut aider au maximum l'équipe» et c'est comme ça que je me remets un peu dans le mood et après je sors, je prends un arrêt du pied et bon là ça se remet, la machine est en route après, quoi. OK, ouais, je comprends. Parce que tout à l'heure, tu disais en effet que quand ça va un peu moins bien, tu t'aides en repartant un petit peu sur les bases du football. Est-ce que bah, Mmh. la communication, du coup, en fait partie c'est quelque chose qui est entre guillemets moins technique à faire, où là, il y a vraiment que toi qui peut contrôler ça. Est-ce que, par exemple, cette communication t'aide beaucoup à te remettre un petit peu, à remettre la machine en route, comme tu disais? Ouais. Bah, alors effectivement, c'est un facteur où je me rends compte que ça me remet dedans et c'est, aussi un facteur qui me permet de me rendre compte que je suis pas dedans. Par exemple, quand je me rends compte que je communique pas assez avec mes défenseurs ou quoi, je me rends compte que j'ai un peu switché et que je suis plus trop connectée mentalement au groupe. Donc c'est un facteur où je me dis: «OK, là, il faut que je remette, ma communication en place parce que je sais que c'est super important pour moi». Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un bon facteur pour me reconnecter avec le groupe et avec le match. OK, ouais, je vois en effet, pour te reconnecter, du coup, c'est un très bon outil sur ça. Est-ce que c'est quelque chose justement que tu travailles avec ton ou ta prépa mentale ou que tu as pu travailler précédemment ou c'est vraiment la communication quelque chose qui t'appartient à toi? Non, j'ai beaucoup travaillé avec, mes prépas mentales, parce que, bah, 80 on va dire 95 minutes, avec le temps additionnel, au final, c'est quand même, un bon moment de concentration et je pense que c'était un défaut que j'avais, je devais m'améliorer sur ce point et du coup, on avait essayé de se chercher plein de petits points clés pour, rester concentré. Ça faisait partie, la communication, de mon point de concentration. OK, je comprends.
Ouais, en effet, c'est un de tes outils maintenant principaux de concentration ou tu peux en avoir d'autres? J'en ai un qui marche pas mal, c'est que dès que le ballon est dans la partie adverse, c'est mon moment où je peux chercher mes parents dans la tribune, où je peux chanter mes chansons dans ma tête et penser un peu à et ça me permet de couper le match et dès que le ballon revient au milieu de terrain, là, je suis complètement focus et hem et je me reconcentre. OK, ouais, je vois. En effet, là, je sais que l'aspect personnel a un impact assez fort pour toi. Tu es proche de ta famille et eux également sont assez présents pour toi dans ta carrière. Est-ce que ça justement cet aspect-là, tu t'aides de ça pour, dans ta prépa mentale aussi? Hem, alors, je pense que je m'appuie énormément sur eux parce que j'ai besoin de communiquer sur ce qui va pas, ce qui va bien. Après, c'est vrai que j'essaye, de les épargner aussi de certaines, circonstances ou certaines actions qui où je me dis qu'ils pourraient, laisser parler les sentiments et j'ai pas forcément envie qu'ils soient affectés de choses, qui pour nous restent très futiles, ou c'est pas le personnel, on c'est un peu comme des fois on en rigole, mais on est un peu considérés comme des objets dans le milieu du foot et je pense que ça, les familles, elles ont un peu plus de mal à le comprendre que nous qui en sommes, acteurs, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, l'aspect affectif peut venir biaiser un petit peu cet aspect-là. Je vais parler de choses un petit peu moins «gaies» maintenant, entre guillemets. On va revenir sur ta blessure, sur les ligaments croisés que tu as fait au moment où tu étais aux Girondins de Bordeaux. Blessure que tu fais quelques mois avant les JO et donc une possible sélection en équipe de France. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette blessure et comment toi tu l'as vécue personnellement et mentalement? Hem, je pense que, ça a été un bien pour moi, un vrai bien parce que, j'étais dans une période où je savais pas m'arrêter et je pense que mon corps m'a arrêtée, tout simplement sans me le demander et j'ai directement eu la spirale positive qui est arrivée. Il y a pas un moment où j'ai pensé au négatif et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Les Girondins de Bordeaux m'ont laissé rentrer me faire opérer sur Metz. Donc j'ai pu, rester en famille pendant 3 mois et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment bien aidée parce que, c'est beaucoup plus facile. J'avais un kiné qui avait été mis à disposition par le FC Metz, mon club formateur. Du coup, les 3 premiers mois sont passés très, très vite et quand j'ai rejoint les kinés de Bordeaux, au final, ça m'a relancé une nouvelle étape et j'ai repris très, très vite sur le terrain, au bout de 4 mois, il me semble. Donc au final, ça m'a pas, frustrée plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'après, je pense que je me suis un petit peu perdue dans toutes les attentes, peut-être que les autres avaient pour moi et que je m'étais pas réellement fixée. Justement, comme je le disais, on est voilà quelques mois avant les JO. Est-ce que pour toi, avant cette blessure, c'était un objectif ou comme tu le dis, c'était plus un objectif pour les autres? Je pense qu'avant cette blessure, c'était un objectif, mais qui était super lointain. Je faisais partie du groupe France, où on était régulièrement appelés. Ça se passait, globalement bien. Alors, aucune place n'est figée, mais c'est vrai que dans une continuité, avec de bonnes performances, un bon collectif, on peut se permettre de se dire: «Ouais, j'ai envie de faire les JO». Après quand je me blesse, pour moi ça s'enlève très vite de ma tête parce que je me focalise énormément sur ma propre rééducation et quand je commence à revenir, c'est vrai que là, c'est plus les autres qui me parlent de JO, qui me mettent peut-être ce truc en tête alors que je m'en sentais peut-être même pas capable ou c'est dur quand tu crois pas en toi de te fixer l'objectif que les autres ont envie pour toi. Ouais, Bien que les JO, ça aurait été une expérience incroyable pour moi, mais je pense que j'étais pas prête, ni mentalement ni physiquement donc voilà. comme tu le disais finalement, même si une blessure comme ça, c'est jamais agréable et il y a beaucoup de conséquences, ça a peut-être été un mal pour un bien à ce moment-là de ta carrière pour toi? Ouais, je pense. Ça m'a permis aussi de prendre conscience que, notre corps, il est fatigué des fois et qu'il y avait aussi beaucoup de prévention à devoir faire, pour le protéger donc oui, ça m'a permis de prendre compte,
de plein de choses, je pense. Et tu le disais justement, t'as pas forcément eu cette frustration du coup à cette blessure. Est-ce que sur le moment, alors quand je dis sur le moment, c'est sur les jours qui suivent un petit peu ta blessure, t'as tout de suite eu cette prise de recul nécessaire ou t'as quand même eu des moments un petit peu difficiles? Non, je pense que après ça remonte un tout petit peu maintenant, mais dans mon souvenir, c'est vrai que j'ai fait la transition très rapide. J'ai mes copines qui étaient là, elles m'ont emmenée au restaurant directement le soir. Enfin, elles ont dédramatisé la scène. Et j'ai une amie aussi qui est venue directement à l'appartement pour m'aider à tout ce qui était ma cuisine, m'emmener à faire les IRM, tout ça. Et au final, quand j'ai appris que j'avais les croisés, bah j'étais en présence d'une de mes meilleures amies. Mes parents étaient là, ma sœur est venue me chercher carrément pour m'aider à porter mes valises, à me remonter à Metz et tout. Donc je me suis rendu compte que j'étais bien entourée et que ça allait très vite passer. Ouais, que t'allais t'en sortir grâce à Ouais. cet entourage-là. Ouais. C'est très intéressant parce que c'est vrai que souvent sur ce genre de blessure, ça dépend des sportifs évidemment, mais il y a beaucoup de frustration. C'est assez rare de voir quelqu'un qui a tout de suite cette prise de recul. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Merci beaucoup déjà de le partager en effet. Et du coup, je fais la transition avec, on le disait, l'équipe de France. Donc aujourd'hui, tu es dans le groupe France depuis quand même quelques rassemblements depuis un petit moment. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu le vis bien? T'es pas numéro un, on le sait. Comment est-ce que tu le vis ça justement? Bah, justement, du coup, après la période, de mes croisés, je me suis beaucoup remis en question et j'ai beaucoup travaillé, ça mentalement. Parce que, depuis que j'étais très jeune, il y avait une espèce de continuité dans l'équipe de France et bah, des fois, je l'assume qu'on peut tomber dans le naturel. Enfin, j'ai pas et quand tout s'arrête, j'ai dû refaire ce travail c'est un objectif, l'équipe de France, c'est un dû que tu vas chercher et du coup, je pense que maintenant je le vois, comme ça et c'est comme ça que je pense on doit le voir et voilà, je travaille, au quotidien pour pouvoir, performer et je suis consciente que si je performe pas, bah, ça vaut une place en sélection et au moment où je performe, si le coach, en décide, comme ça, alors, bah, je serai super, super content, d'y aller, que ce soit numéro un, numéro 2 ou numéro 3. Enfin, c'est un réel plaisir de pouvoir partager des moments comme ça. Et, et en effet, l'équipe de France, c'est quand même d'autres enjeux qu'en club. Est-ce que mentalement, tu es sollicité autrement? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques ou d'autres aspects mentaux qui rentrent en jeu pour... Hem, c'est très différent. Je pense que, moi, je suis un tout petit peu plus allégée parce que en tant que numéro 3, bon, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose pour jouer et mon aspect mental à moi sur une compétition va plus, se jouer sur, un peu la bonne humeur que tu peux apporter à l'entraînement, heu l'oreille que tu peux apporter à la numéro un ou à la numéro 2. Ça en fait, c'est un tout autre contexte que, d'une place de numéro 1, que ce soit en club ou en sélection et c'est un rôle que j'ai adoré jouer sur l'Euro de cet été et ça s'est très, très bien passé et en plus, on a à disposition un prépa mental qui nous coach, collectivement et individuellement donc non, ça fait beaucoup de bien. On le sait, t'es aussi connu entre guillemets pour ta personnalité joviale. Tu mets souvent la bonne ambiance dans le groupe. Comment est-ce que tu le disais du coup, t'essayes d'apporter ça quand t'es en équipe de France? De quelle manière justement tu le fais? Je pense en restant tout simplement moi-même, avec le coach Lionel, je pense qu'il a très rapidement compris que j'étais comme ça et que, bah, je me nourris aussi comme ça. Pour moi, je cherche une concentration dans ma déconcentration. Au final, j'ai besoin de ces moments un peu off pour pouvoir être à 100% sur mes moments de travail et les 2 autres gardiennes sont un peu comme moi et du coup, ça crée une ambiance de travail qui est très joviale, où on rigole beaucoup, mais en même temps, on arrive à mettre ce sérieux sur les séances et je pense que c'est une des meilleures façons de travailler, en tout cas pour moi.
Et justement, est-ce que cet aspect-là, même si tu es numéro 1 aujourd'hui dans ton club à Montpellier, est-ce que, tu gardes cet aspect-là ou tu le mets entre guillemets un petit peu plus de côté? J'essaye de le garder. Après c'est vrai que je m'adapte toujours aux gardiennes qui sont, présentes avec moi à l'entraînement. Et c'est vrai que cette année à Montpellier, on a 2 gardiennes qui sont un peu plus jeunes que moi et je sais que si je commence à partir trop dans la déconnade, elle switch complètement, elle se déconnecte. Et aussi Marie qui a besoin, d'être très concentrée, elle a besoin de ses moments de rigolade, mais des fois, il faut que je sache, aussi un peu doser, pour, respecter elle, ses besoins, quoi. Ouais, il faut savoir s'adapter en effet à toutes les personnes avec lesquelles tu es. Ça fait aussi partie, je pense, des différences avec les joueuses terrain finalement, qui elles sont quand même plus nombreuses, donc entre guillemets «l'adaptation se fait moins, spécifiquement aux personnes», si je peux dire ça, pardon, comme ça. Oui, je pense que aussi ce qui joue, c'est que nous, on a beaucoup, beaucoup de moments où on est vraiment ensemble, que les joueuses, elles sont tout le temps en mouvement, elles prennent pas forcément le temps d'échanger. Et nous, on a beaucoup de moments au final entre les passages, entre les changements d'exercice où on est ensemble et en fait, il faut, réussir à pouvoir, créer ce lien aussi avec les autres gardiennes, même si ça reste de la concurrence. Il faut réussir à mettre en place des concurrences qui ne sont pas malsaines, quoi. Bien sûr. Et il y a un autre aspect du rôle de gardienne qui est intéressant, notamment sur l'aspect psychologique, c'est la relation avec l'entraîneur ou entraîneuse des gardiennes, qui est une relation, j'imagine, un peu particulière, un peu différente que le coach. Donc là, tu en as un à Montpellier, tu en as eu d'autres du coup dans tes précédents clubs. Comment est-ce que tu es arrivé à switcher justement d'entraîneur? Des fois, on peut s'attacher plus ou moins à l'un à l'autre. Comment est-ce que tu arrives à switcher comme ça? Tout d'abord parce que je sais que j'ai pas le choix et que, ce sera que pour mon bien de m'adapter au mieux à l'entraîneur que j'ai. Après, c'est vrai qu'on s'attache, plus ou moins à certains entraîneurs. J'ai eu un entraîneur au FC Metz qui, pour moi, était incroyable et si j'avais pu le mettre dans ma poche, dans mes cartons à chaque fois que je déménageais, je l'aurais pris. Mais après, c'est aussi le foot, tu rencontres d'autres personnes. Ça m'a permis de rencontrer d'autres, entraîneurs de gardiens, d'autres façons de faire. Ils t'apportent une autre connaissance et du coup, tu peux aussi évoluer sur le poste. Donc non, je trouve que c'est plus enrichissant. Après, ça m'est jamais arrivé de tomber sur un entraîneur avec qui ça passait pas du tout. En règle générale, c'est quand même des liens qui sont assez forts et donc c'est quand même bien. Et justement, est-ce que cette personne-là peut avoir un rôle ou en tout cas un impact sur ton mental et sur ton aspect psychologique? Oui, je pense qu'un entraîneur de gardien, je pense qu'il doit au minimum connaître ses gardiennes et je pense que, là, l'entraîneur de Montpellier, mon entraîneur des gardiens, je pense qu'il sait bien comment je suis, comment me gérer. Après, voilà, moi, je suis aussi quelqu'un qui communique beaucoup et on discute sur, aussi comment on peut agir pour pouvoir mieux gérer certaines situations ou voilà donc non, franchement, il faut une certaine compréhension des 2 parties, quoi. Très intéressant, en effet, toute cette partie-là un petit peu extraterrain. On n'a pas l'habitude beaucoup d'entendre des gardiens et des gardiennes de but, comme on le disait, ils sont un petit peu à part, même au niveau des médias ou des conférences de presse, on parle pas trop de cet aspect psychologique, donc c'est vraiment intéressant. Toi, si tu devais dire avec vraiment ta vision à toi des gardiens et des gardiennes de but, si tu devais relever un aspect mental très important et sur lequel vous travaillez tout le temps, ce serait lequel? Mmh, je pense un aspect mental, c'est vraiment d'être, focus sur soi. C'est, alors il faut, s'enrichir de tous les liens qui sont à nos côtés, mais c'est vrai qu'il faut pas prendre, les critiques trop en compte parce que sinon vraiment on se met, très, très bas et je pense qu'en tant que joueuse, une joueuse qui va louper une frappe, un but, je pense qu'elle va beaucoup mieux dormir qu'une gardienne qui aura fait, une passe à une attaquante. Donc oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au final, ne pas confondre la joueuse et la personne. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça et de me dire: «OK, j'ai fait une erreur, au boulot, au final et quand je rentre chez moi, je reste la même personne avec, mes valeurs, ma gentillesse
et tout ce qui se passe à côté, ma famille, mes amis, et c'est ça qui compte pour moi, donc rester sur ça, quoi. Et je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, au moment où tu as commencé à t'intéresser, pardon, à la préparation mentale. Si justement tu devais revenir quelques années en arrière avant même de t'intéresser à ça, et voilà, avec cette prise de recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même sur la préparation mentale ou sur ce rôle de gardienne de but? D'y prêter vraiment attention parce que on n'en a pas parlé, mais j'ai fait beaucoup de travail mental aussi sur mes gestes. J'ai fait de l'imagerie mentale sur beaucoup de gestes, de relance, et des plongeons, des sorties dans les pieds, et du coup, c'est un gros, gros, gros facteur qu'il faut pas négliger, et et voilà, je me conseillerais de vraiment entreprendre ce travail d'imagerie, et et de pas perdre toute mon énergie ailleurs, et vraiment de rester concentrée sur moi. OK. Et ouais, c'est intéressant en effet ce travail d'imagerie mentale par rapport aux gestes. C'est vrai que les gestes de gardien et gardienne de but sont très spécifiques. À partir du moment où tu as découvert, on va dire, cet outil, donc j'imagine que ça t'a plu et tu as vu l'utilité. Comment est-ce que tu fais justement pour garder en régularité et pas te dire: «OK, là j'ai acquis cet outil, c'est plus ou moins, voilà, facile. Maintenant je le laisse un petit peu tomber». Comment est-ce que tu arrives à garder cet outil-là? Je pense que ça vient du fait que, je suis assez curieuse, et que quand j'ai un geste plus ou moins, je me dis: «Bon, bah, maintenant je vais essayer un autre geste», et c'est bon, c'est des gestes qui là, maintenant, avec, tout le temps, par exemple, j'ai travaillé énormément, ça fait 4 ans que je travaille, ma volée coupée. Je commence à avoir, bien mon geste. Alors j'ai beaucoup visualisé, je l'ai beaucoup faite, tous les jours. Je pense que j'en fais au moins 10, 15, 20, et là que je commence à la maîtriser, ça fait 1 an que je visualise mon pied gauche, et mon pied gauche, bah, à force de le travailler, je me pose vraiment, en fin de séance, je fais pas énormément, 10, 15, où je me visualise tirer pied droit, je me visualise tirer pied gauche, la même gestuelle, et maintenant je pense que je peux dire que, bah, j'ai 2 bons pieds, et ça me sert énormément dans tous les matchs, donc et puis quand ce sera plus ça, ce sera un autre geste, je vais faire la volée coupée pied gauche maintenant. Ouais, évidemment, ça me fait un petit peu penser, j'en parlais dans un podcast précédent avec un basketteur, ça me fait penser un peu aux rituels ou routines de performance. Est-ce que c'est quelque chose justement que mentalement tu as toi, est-ce que tu as des routines justement mentales pour t'aider avant tes matchs? Oui, alors ça, c'est pareil, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, je pense, est routinière, mais quand elle est dans sa routine, elle performe pas forcément non plus. Et du coup, ce qui est dur pour moi, c'est de trouver quelque chose qui m'aille, mais en même temps, qui m'endorme pas, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai une playlist que j'écoute, avant chaque match. Ça, je pense que c'est une routine, assez forte, et en fait, tous les 6 mois, peut-être, je change ma routine, où j'ai des petites vidéos à regarder, des arrêts un peu, bah, où je suis toujours dans ma logique d'imagerie mentale, de me revisualiser sur un terrain. Des fois, je peux prendre un temps calme avec mon casque. Des fois, je préfère me connecter un peu à mes joueuses, mais je reste globalement sur les mêmes routines, ouais. Il y a peut-être, voilà, l'ordre qui va changer en fonction du moment, du match, de ton mood aussi du moment, évidemment. Mais globalement, tu Mmh, restes sur les mêmes outils, les mêmes techniques? ouais. Oui, tu vois, par exemple, j'ai une musique que j'écoute toujours en dernier avant de partir sur le terrain, et pendant cette musique, je vais prendre un booster, et en fait, c'est tous des trucs comme ça où je vais mouiller mes gants, et ça globalement, je finis toujours par ça, et après je vais sur le terrain. OK, je vois. Et est-ce que justement dans ces routines-là, il y a peut-être, on en parlait tout à l'heure des pensées, internes, des mantras un petit peu. Est-ce qu'il y a des phrases que tu te répètes ou il y en a une en particulier peut-être qui t'aide plus qu'une autre? Je sais que, alors je suis désolée pour mon anglais, mais il y a une phrase qui me parle beaucoup, et c'est «You will never walk alone». C'est que, en gros, tu marcheras jamais seul, et c'est la phrase un peu de Liverpool, et mon père est fan de Liverpool depuis que je suis née, même plus, et du coup, c'est vrai que dans notre famille, mon père subtilement, des fois, il me glissait: «Bon, tu marcheras jamais seul, on sera toujours là», et au final, je vois que ça a ancré en moi parce que,
je te le dis encore tout à l'heure, quand je fais une erreur au foot, je sais qu'ils sont là et je serai pas seule. Donc ouais, c'est une phrase qui résonne beaucoup en moi et c'est la dernière musique que j'écoute avant La d'aller sur le fameuse. terrain. Oh, ok, je vois. Ouais. Et quelle sensation, du coup, ça provoque chez toi? Les émotions? Je pense que c'est, premièrement du réconfort où je me dis: «OK, ils sont là, peu importe», parce que du coup, ils habitent pas, là où je joue et après, ça me donne aussi l'envie de pas décevoir, ça me donne l'envie de prendre du plaisir, ça me donne plein de bonnes, raisons d'être bien donc Tout ouais. simplement, juste Ouais, du réconfort. ouais. Ok, très bien. Pour terminer un petit peu sur ce podcast, je voudrais parler un petit peu plus de questions ouvertes, un peu plus personnelles aussi peut-être. Tu es d'accord? Euh, Si tu devais vraiment donner un conseil à une jeune que tu vois aujourd'hui, le foot s'est quand même bien développé ces dernières années. Le poste de gardienne, je dis bien gardienne au féminin de but également s'est développé. Si tu devais rencontrer une jeune gardienne qui aspire à aller au même niveau que toi, quel conseil tu pourrais lui donner? De pas se prendre la tête, de vraiment jouer pour son plaisir avant tout, de laisser jouer, cette personne qu'elle a à l'intérieur d'elle et pas forcément ce que les autres ont envie qu'elle joue et heu et voilà, de continuer à prendre du plaisir, quoi. Et toi justement, si tu devais te donner ton conseil à toi pour la suite de ta carrière qui évidemment n'est pas encore finie bien sûr, quel conseil tu te donnerais ou alors quels objectifs mentaux tu pourrais avoir maintenant? Peut-être le conseil que je me donnerais, ce serait de me rapprocher du conseil que j'ai donné à la petite et oui, voilà, de me dire que malgré les enjeux, parce qu'il y en a, le foot, ça reste une passion, que j'ai depuis que je suis petite et essayer de prendre un maximum de plaisir et voilà, de jouer vraiment pour le football et pas pour, tout ce qui se passe, autour. J'imagine que du coup, c'est pas toujours évident dans un sport comme le foot. Tu as connu en plus le moment où les Girondins de Bordeaux, ça commençait à être vraiment la fin du club malheureusement. Comment est-ce qu'on arrive à mettre de côté ces aspects-là quand on est sur le terrain et qu'on doit jouer quand même le maintien, par exemple? Après, je pense, ça, c'est vraiment super personnel, mais quand on rentre sur le terrain, c'est du foot. On joue le foot qu'on aime, on pense pas, vous savez, il y en a plein qui disent: «Allez, jouer pour la prime», mais en fait, quand tu montes sur le terrain, waouh, vraiment tu penses pas du tout à ta prime, tu penses qu'à ton bonheur. Tu compétitrice, tu as envie de gagner, tu as envie de tout faire pour que ton équipe, soit fière aussi de toi et tout donc non, tu rentres sur le terrain, tu es à fond, tu penses pas forcément à ce qui se passe à l'extérieur. Même si on le sait que, c'est très compliqué d'être dans des conditions qui sont pas forcément, très bonnes et c'est ce qui s'est passé aux Girondins mais je pense que, ce qui nous a permis de tenir aux Girondins, c'est qu'on avait créé un groupe qui était, très sain et qui jouait vraiment ensemble et c'est ce qui permettait aussi de tenir, je pense, dans ce contexte qui était, plus que difficile. Ouais, je comprends la solidarité de l'équipe, t'a beaucoup aidé, j'imagine mentalement. Mmh. Ouais. Et du coup, pour terminer, est-ce que toi, tu voudrais rajouter, de manière totalement libre, quelque chose sur soit toi, ta prépa mentale, soit sur l'aspect mental dans le foot de manière générale? Que tu voudrais rajouter à quelque chose? Non, mais je pense que il faudrait qu'on puisse le développer beaucoup plus parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est un vrai plus et malheureusement, c'est tellement peu développé que les joueurs et joueuses, on doit déverser pas mal d'argent pour, pouvoir prendre soin de notre mental et tout ce qui s'entoure autour donc voilà, je sais que dans d'autres, championnats, il y a des choses qui ont été mises en place, d'un point de vue psychologique pour accompagner les joueurs et les joueuses. Donc ce serait bien qu'en France, on puisse aussi, développer tout ça et c'est bien parce que je vois qu'en sélection, par exemple, ça a été mis en place et je pense que c'est un des moteurs, essentiels, du football féminin à l'heure actuelle et je pense qu'on commence à prendre réellement conscience que c'est un gros point clé, le mental. OK, très bien. Bah, écoute Justine, un grand merci de nous avoir partagé, ton expérience, ton point de vue sur la préparation mentale, tes problématiques, tes doutes également.
Un grand merci. J'espère en tout cas que même pour toi, ça aura été enrichissant. Ouais, merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Justine Leron. Je la remercie encore une fois pour cet échange sincère et passionnant, pour son partage d'expérience, ses outils et sa vision du mental dans le football de haut niveau en tant que gardienne de but. Merci à vous aussi, qui nous écoutez, d'avoir été là pour ce nouvel épisode. Si vous avez aimé cette discussion, n'hésitez pas à partager le podcast et à le recommander autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode autour de la performance, du mental et de ceux qui la font vivre sur et en dehors du terrain. À bientôt.